Bonsoir et merci de prendre le rendez-vous de votre émission 3D Dossier du dimanche. 15 ans de pratique de la décentralisation au Bénin et le bilan, nous l'avons vu dans une précédente émission, est mitigé. Des avancées notables, même s'il y a encore quelques limites. Dans sa mise en œuvre, avons-nous fait évoluer l'économie locale? Si oui, en quel thème? 15 ans après, comment apprécions-nous l'organisation économique de nos territoires? Permet-elle de créer de la richesse au plan local? De quoi souffre-t-elle et comment mieux la dynamiser? Et finalement, que fait le gouvernement de la rupture pour tirer vers le haut l'économie des territoires? Trois invités pour en parler. J'ai avec moi ce soir Salomon Okiri. Vous êtes délégué à l'aménagement du territoire au ministère du Cadre de Vie. Bonsoir. Et merci d'être avec nous ce soir. Juste en face de vous, deux autres invités. D'abord, Michel Baou, vous êtes le maire de la commune d'Akro. Misérité, bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir, madame. Et puis, Franck Kenevo, voilà, qu'on ne présente plus. Vous êtes journaliste spécialiste des questions de décentralisation. Bonsoir, monsieur Kenevo. Bonsoir, cher conseil. Voilà, c'est un choix délibéré. Ma première question s'adresse à vous, puisque vous êtes aux côtés des élus locaux et vous êtes également un observateur de la vie des communes. Quelle appréciation pouvez-vous faire de l'évolution de l'économie locale en 15 ans de décentralisation? Est-ce qu'elle a prospéré? Merci beaucoup. Je crois que l'économie locale, c'est vraiment cette matière qui donne un sens à l'autonomie reconnue aux collectivités territoriales par les textes de loi sur la décentralisation. Lorsque vous êtes autonome et que vous n'avez pas de ressources propres, lorsque vous devez attendre de l'État ou des partenaires les ressources pour mener votre politique de développement, il y a un problème parce que celui qui donne souvent met des cadrages, met des exigences, des contraintes qui ne permettent pas toujours à l'expression de la dynamique locale de fonctionner. Donc, je crois qu'aujourd'hui, si nous regardons un peu ce qui s'est passé dans les 77 communes, c'est un peu à l'image de l'État où pendant longtemps, depuis 1960, on s'évertue à faire les infrastructures socio-communautaires. Vous savez, le Bénin est quand même un pays plus ou moins bien loti en termes d'infrastructures scolaires, sanitaires et autres, mais on n'a pas suffisamment structuré l'économie au niveau national. Et donc, cette erreur s'est répétée au niveau des collectivités territoriales parce que si vous regardez les plans de développement communaux ou communal, enfin je ne sais pas si communal s'accorde avec développement ou plan. Bon, donc si vous les regardez les PDC, vous verrez que la priorité des gouvernements locaux, c'est de mettre de l'eau à la disposition des populations, c'est de mettre des centres de santé, ne serait-ce qu'au niveau d'arrondissement, c'est des salles de classe, etc., etc. Or, ce qui doit porter les investissements, ce qui doit faire que la commune dispose de ressources propres pour mener sa politique définie dans le plan de développement communal, c'est l'économie locale. C'est-à-dire valoriser le potentiel au niveau de la commune, saisir les opportunités géographiques, disons les opportunités sur le plan géographique, les opportunités sur le plan de l'orientation de la politique nationale et autres, qui s'offrent à la commune, de sorte que l'activité économique, parce que l'économie locale, c'est la création de la richesse. Et sur ce plan, nous n'avons pas travaillé avec le secteur privé. Donc, on n'a pas véritablement évolué. Non, c'est récemment, je crois qu'il y a moins de 2 ans, que la thématique de l'économie locale a commencé par s'imposer parce qu'on s'est rendu compte que tout le temps où vous planifiez des choses, vous planifiez la réalisation d'équipements sociaux communautaires et que le secteur privé n'est pas associé, le secteur privé n'a pas son mot à dire dans la planification locale, dans le budget de la collectivité territoriale, alors que le secteur privé doit être un élément essentiel de la politique locale, de sorte que
si nous planifions ensemble, qui va dynamiser et qui va créer la valeur ajoutée, qui va créer la ressource locale, c'est le secteur privé, de sorte que le maire puisse prélever des taxes, des impôts et autres pour avoir beaucoup d'activités au niveau de sa commune. Donc, c'est un défi qui reste, à mon avis, entier. Et je vais donner 2 exemples. On va vous permettez que je questionne également Monsieur Salomon Okiri. Est-ce que vous partagez l'avis de Francky Nivor? Merci, madame. Tout à fait, je partage l'avis de Franck. D'abord, il faut le rappeler, comme il a dit, le développement local fait partie des 2 objectifs qui ont été assignés aux élus au démarrage de la décentralisation. Fondamentalement, il y avait comme objectif la promotion de la démocratie à la base et puis le développement local. L'objectif de la promotion de la démocratie à la base, ces 15 dernières années nous a focalisé plus l'attention. Et on a le mérite d'avoir tant bien que mal réussi cela. Mais le véritable problème, c'est qu'est-ce que nous avons fait du 2e objectif, qui est celui du développement local. Et là, nous peinons beaucoup. Et il faut le mettre dans son contexte. Il y a 15 ans, quand les maires prenaient les commandes des communes, nous étions encore dans des niveaux d'indicateurs par rapport aux infrastructures socio-communautaires, etc., qui exigeaient quand même qu'on puisse travailler dans ce sens. Et donc, répondre aux besoins en eau, en centre de santé, centre d'éducation, était constamment la préoccupation des élus. Mais ce qu'on a oublié, c'est que vous financez comment l'eau? Vous financez les centres de santé comment? Vous financez les écoles comment? C'est quand vous avez une économie qui tourne, qui produit. Et c'est ce qu'on a oublié, ce qui a fait que donc on n'a pas travaillé suffisamment pour que l'économie locale soit vraiment... Elle est encore à la traîne. Elle est encore à la traîne. Elle est en fait à un niveau, je vais dire, plus ou moins embryonnaire, où nous essayons de faire avec ce que nous avons. Comme il a dit, les collectivités sont assises sur des potentialités. Et quelle structuration il y a autour de ces potentialités pour tirer véritablement vers le haut? C'est toute la problématique. Et je crois qu'aujourd'hui, les années qui s'ouvrent aujourd'hui devant nous en termes de décentralisation doivent beaucoup plus regarder de ce côté. Qu'est-ce que nous faisons de l'économie locale? Sinon, nous n'aurons pas l'argent pour financer justement tout ce qui est social. Donc voilà ce qu'il faut retenir. Mais ceci dit, tout n'est pas... si négatif. Il y a des efforts qui ont été faits au niveau des collectivités pour mettre en place des instruments, des projets. Nous reviendrons donc sur ces questions. Certainement. Merci. Alors, Michel Baou, vous êtes le maire de la commune d'Afro-Misérité. Vous l'avez entendu. Les 2 invités l'ont dit, c'est encore à l'étape embryonnaire, parlant de l'économie locale. Pourquoi ça peine à décoller à ce niveau, Michel Baou? D'abord, je vous remercie. J'ai écouté les 2 intervenants. Donc, je crois, moi, je suis un praticien. Oui. Parce que, vous êtes au cœur de la chose. Bien sûr, ça me fait la 3e mandature. Donc, ce que j'ai pu constater, c'est que nous avons de gisements fiscaux. Mais il reste comment structurer pour pouvoir mobiliser ces ressources financières et locales. Donc, je crois que moi, j'ai essayé quand même d'initier la mobilisation de ressources au niveau de la commune d'Afro-Misérité. Et je crois que je peux dire aujourd'hui que nous, au niveau de la commune d'Afro-Misérité, nous avons avancé. Parce qu'on est parti en 2003 de 23 agents. Et à peine 2 étaient brevetés et les autres, les 21 autres, étaient des certifiés. Mais aujourd'hui, avec la mobilisation, on a pu recruter des cadres. Donc, nous avons plus de 160 agents aujourd'hui. Bien formés. Bien formés. Il y a des cadres, des administrateurs de développement, des administrateurs de finances, et que nous payons sur nos propres fonds.
Donc, c'est vous dire que quelque chose a été fait quand même au niveau de la commune d'Accra-Missreté. Mais je dis qu'il reste à faire parce que la décentralisation au début n'avait pas mis un accent sur la mobilisation de ressources financières. C'est pour vous dire que... On attendait tout de l'État. On attendait tout de l'État. Mais les tests sont prévus cela, hein, pour ceux qui ont lu les tests de la décentralisation. Et normalement, les outils de planification, on devait planifier l'économie locale et sociale. Donc, c'est dit dans les tests. Donc, il y a ça qui a manqué. Maintenant, et si nous prenons le service des impôts, à ce niveau, l'État devait envoyer par commune un agent d'assiette. Aujourd'hui, si vous prenez le département de l'Ouémé, on n'a qu'un inspecteur qui doit conduire les autres à enrôler et les avis de l'imposition viennent en retard. Et du coup, l'incivisme fiscal s'installe. Donc, l'État doit revoir de ce côté-là. Et je vais vous dire, de par mes expériences, et l'économiste dit que quand vous avez la terre et vous avez des hommes, sachez que vous êtes riche. Moi, la commune d'Accra-Missreté est au cœur de 6 communes là-bas et à côté de la capitale qui est Porto-Novo et bien sûr même Cotonou. Donc, nous avons initié, dans le cadre de la mobilisation des ressources locales, des ressources financières locales, le lotissement. Donc, sur nos 50 localités, il y a au moins 16 qui sont en lotissement. Et aujourd'hui, nous, c'est à travers ce lotissement-là que nous avons de ressources financières suffisantes pour payer nos salaires. Nous sommes à plus de 25 millions de salaires par mois. Manifestement, le cas, ce n'est pas le cas pour toutes les communes, Franck Kinivore. Alors, il a dit, une commune qui a des hommes, qui a la terre, est déjà en elle-même assez riche. Quels sont les autres fondamentaux pour avoir une économie locale prospère, Franck Kinivore? Moi, je crois que dans un premier temps, il faut faire l'état des lieux. Il faut d'abord que chaque commune puisse répertorier son potentiel, son gisement fiscal. Il faut connaître le gisement fiscal de la commune. C'est quoi le gisement fiscal? C'est les matières imposables, c'est-à-dire les différents types d'activités ou de biens qu'on peut soumettre à imposition. Il y a un certain nombre de logiciels aujourd'hui qui existent. Avant, on avait le registre foncier urbain qui avait aidé beaucoup de grandes villes. Mais aujourd'hui, il faut faire l'inventaire. Il faut savoir sur quel gisement fiscal la commune est assise, premièrement. Deuxièmement, il faut développer les stratégies pour mobiliser ces ressources. Le maire a posé un problème extrêmement important. Il y a des communes qui n'ont pas sur les territoires un agent d'assiette et autres. Et donc, plusieurs communes se partagent le même service d'assiette et autres. Et ça fait que la rapidité, la célérité pour émettre les impôts et autres, là, ça souffre. L'agent d'assiette, qui l'envoie? C'est l'État? C'est l'État. C'est l'État. Il relève de la Direction générale des impôts. Donc ça, c'est un problème qu'il faut régler de sorte qu'il y ait synergie entre la politique que le maire veut mettre en place et l'agent de l'État qui doit l'accompagner. Deuxièmement, sur le plan agricole, sur le plan commercial, sur le plan, je ne sais pas, sur ces plans-là, il faut que la commune puisse identifier ses potentialités. Est-ce que nous voulons peut-être nous développer dans la pêche, dans telle production, manioc, etc. Il faut faire l'inventaire de ce qui peut porter la commune. Oui. Et quand vous finissez de faire ça, vous définissez des produits locaux labellisés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si au Bénin,
on veut manger telle production de qualité, labellisée, reconnue par l'État, et autour de laquelle on peut bâtir une filière qui va permettre à la commune de se valoriser au plan national, sous-régional, pourquoi pas international. Vous voyez, donc, lorsque la commune fait tout cela, elle sait que je mobilise des ressources, mais je finance ce secteur-là en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie délocalisée ou les opérateurs économiques de la commune, de sorte que cette filière peut amener de l'emploi, peut amener des impôts, des taxes et autres à la commune. Donc, il y a un certain nombre d'éléments qu'on doit mettre en place au niveau de chaque commune, de sorte que si la commune veut faire sa planification, elle se dit, OK, telle filière que nous avons développée peut nous rapporter telle chose. Lorsque vous avez des carrières, est-ce que c'est extraire et vendre brut cette matière première ou bien bâtir une filière autour? Mais à y voir de près, Franck Kenevo, le potentiel, il existe, non? Dans toutes les communes. Si vous prenez les 77 communes, de 2003 à 2006, il y avait une période transitoire de 3 ans pour évaluer les communes et voir s'il y en avait qui n'étaient pas viables, de sorte qu'on allait les fusionner et autres. Mais après cette échéance, tout le monde était d'accord que les 77 communes étaient viables. Donc, de ce point de vue, si vous allez dans n'importe quelle commune, vous verrez qu'il y a des productions agricoles qui prospèrent, il y a des productions, des activités commerciales, il y a des activités économiques, des ressources du sous-sol et autres, autour desquelles on peut bâtir une économie. Mais ça ne doit pas être le travail des collectivités locales seules. Je suis heureux que le délégué à l'aménagement du territoire soit là parce qu'il y a des infrastructures qui dépassent les compétences communales, mais dont les communes ont besoin pour développer leur économie. Donc, il y a des routes, il y a l'électricité, il y a l'eau, il y a des marchés, disons, régionaux. Il y a des infrastructures structurantes que l'État doit développer. Et la politique, à mon avis, qui doit se faire en matière d'économie locale doit être en relation avec la vision de l'État. Quels sont les pôles de développement que l'État a identifiés à travers le territoire national? Et donc, les communes vont s'arrimer à cette vision de l'État qui veut peut-être que Parakou soit le grand centre commercial du Nord. Et donc, autour de ça, qu'est-ce que Pereret, qu'est-ce que Ndali, qu'est-ce que Tchaourou et autres doivent développer comme économie afin de rentrer dans cette vision-là, de sorte que quand vous êtes dans la région de Parakou, vous savez qu'il y a des spécificités. Vous voyez? Donc, est-ce que l'État l'a fait? L'État joue son rôle? Non, je crois que l'État, jusque-là, n'a pas bien joué son rôle. L'État a certainement fait des efforts pour réaliser des infrastructures routières, relier les communes entre elles, mais il y a des communes... Ça ne suffit pas. Il y a des communes aujourd'hui, l'administration locale tourne sur des groupes électrogènes. Il y a des communes où, pour quitter le chef-lieu et aller dans des régions, des localités qui produisent énormément, il faut faire des jours. Et quand la production est prête, pour sortir cette production vers les marchés locaux, ça fait des jours et ça se gâte, etc., etc. Donc, il doit avoir, lorsque vous avez par exemple une région qui produit des manques, l'État et la commune doivent travailler ensemble pour tirer le meilleur de cette production-là. Et donc, c'est ça, l'économie locale, ce n'est pas seulement optimiser la fiscalité locale, mais c'est faire des investissements, bâtir des filières. Aujourd'hui, le gouvernement a créé les agences de développement territorial. Je crois que c'est par rapport à l'agriculture, mais quelle est la connexion qu'on fait
avec les plans de développement au niveau des communes, de sorte que les communes puissent jouer leur partition dans la promotion agricole au niveau national. D'accord. Alors, Salomon Okiri, on le voit bien, l'État semble ne pas accompagner suffisamment, on va dire, les différentes communes dans ce processus-là. Comment expliquer cette, si je peux me le permettre, cette inaction de l'État? Non, je ne crois pas qu'il y ait inaction. Il faut d'abord retenir une chose. Dans le bon sens des choses, dans la bonne direction des choses, c'est les économies locales qui font l'économie nationale. Ça veut dire quoi? Si notre économie nationale ne tourne pas, c'est parce que les économies locales ne tournent pas. Autrement dit, si les économies locales fonctionnent bien, l'économie nationale va fonctionner. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut dire qu'il y a un problème de perception de comment est-ce qu'il faut promouvoir l'économie locale qui s'est longtemps posée. Si vous regardez d'une façon générale, les collectivités ont beaucoup plus le regard tourné pour la mobilisation de leurs ressources sur le foncier. C'est ça qui a prédominé. C'est-à-dire, si vous faites une analyse des chiffres, vous verrez que ce qui a le plus prédominé en termes donc, de fiscalité, c'est la fiscalité qui est basée sur donc, ce que les gens prélèvent sur le foncier. Et ça a même amené parfois des communes à s'investir tous azimuts dans des lotissements. Et les gens sont allés jusqu'à faire des lotissements, des terres agricoles, c'est-à-dire quoi? Des terres qui n'ont pas vocation à être urbanisées, parce qu'on lotit quand il y a eu pour l'urbanisation. Donc, les terres qui ont vocation agricole, même, ont fait l'objet de lotissement. Pourquoi? Parce qu'il y a des taxes qu'on prélève, qu'on perçoit sur le lotissement. Donc, il y a cette question de perception qui a fait que on n'a pas fait ce qu'il faut faire au niveau local pour promouvoir l'économie locale. Mais l'État, en matière de politique d'aménagement du territoire, est en train de corriger le tir. Premièrement, nous avons, comme Franck l'a dit, défini à travers le schéma national d'aménagement du territoire, disons, nous avons organisé le développement du pays en 6 pôles régionaux. Pour créer la dynamique du développement régional et par conséquent du développement local. Donc le Bénin aujourd'hui, en termes spatial, le développement du Bénin est organisé en 6 pôles. Et chaque pôle a des vocations précises. Parce que ce qui va faire, comme il le disait tout à l'heure, que les économies locales vont prendre, c'est le fait qu'on se focalise dans chaque région, dans chaque localité, sur les potentialités que l'on a. Lorsque je suis une commune à vocation touristique et que je ne m'évertue qu'à l'outil, pour percevoir des tâches, je ne suis pas en train de faire ce qu'il faut faire. Il faut que je travaille pour que le tourisme me permette vraiment d'émerger. À Promisreté, le maire a donné son exemple tout à l'heure. Lui, il a une commune, à Promisreté, une commune, disons, qui est dans le prolongement de Porto Novo. Ça veut dire quoi? C'est une commune qui est en train d'accueillir le déversement de population de Porto Novo. Ce qui fait qu'il y a une bonne partie qui s'urbanise. Il peut donc faire des lotissements, organiser ce lotissement et accueillir. Et même quand vous êtes une commune urbaine, le lotissement seul ne suffit pas. Il faut organiser le lotissement. Et c'est là où nous sommes en train de dire que les maires, nous voulons les accompagner à franchir un cap. C'est-à-dire, quand j'ai une opération de lotissement, les tests permettent aux maires de faire Nous sommes encore à l'étape de nous voulons, il y a... Non, je vous explique un peu comment ça devrait fonctionner, qui explique ce que nous n'avons pas. Vous voyez, l'idée aujourd'hui, c'est de dire une commune qui est donc une commune à vocation urbaine en partie, doit pouvoir prendre conscience et se dire, bon, je vais organiser mon territoire, je vais lotir, je vais accueillir des gens, mais j'irai plus loin parce que les tests me le permettent. Je me lance dans des opérations. Mon lotissement est assorti d'une opération immobilière. C'est-à-dire quoi? J'ai loti, j'ai un plan d'occupation qui permet de dire ici, voilà, je vais accueillir des maisons de tel standing, de façon à inciter les gens qui viennent à rentrer dans ce schéma, à s'y investir. Et là, comme ça, en le faisant, j'augmente même mes recettes. Donc, pour revenir à ce que l'État fait, je disais donc que l'État a organisé donc, le développement du Bénin autour de 6 pôles. Et chaque pôle a ses vocations précises, avec des villes motrices qui sont censées tirer vers le haut. Quand vous prenez la région du Mer, par exemple,
c'est la région, le pôle sud-est, tiré par la ville de Porto Novo, d'accord, comme ville motrice. Et en tant que tel, les autres parties ont chacune leur potentialité. Chaque ville, chaque localité a son rôle à jouer, sa potentialité sur laquelle elle doit pouvoir miser pour tirer vers le haut son économie. Donc, on est en train d'amener les collectivités aujourd'hui à se focaliser sur ce qu'elles ont. Et c'est d'ailleurs en économie, c'est simple, c'est la théorie des avantages comparatifs. Je réussis le mieux dans ce que j'ai. Donc, les focaliser sur ce qu'elles ont. Et maintenant, travailler à ce que cela puisse faire l'objet de valorisation pour que réellement, en termes de fiscalité, l'on puisse améliorer les chiffres. Vous savez, la fiscalité n'est pas neutre. Votre fiscalité est liée à votre activité économique. Forcément. Donc, plus vous développez vos activités économiques, plus vous les organisez, plus vous améliorez votre fiscalité. Donc, nous jouons à ce que les collectivités aujourd'hui puissent donc travailler à faire émerger leur économie autour de leur potentialité. Donc, voilà un peu ce que je voudrais dire. En attendant de revenir tout à l'heure sur d'autres mesures d'accompagnement du gouvernement par rapport aux différents projets qui sont... Le maire Michel Barrot a indexé l'État tout à l'heure, parlant d'agents insuffisants pour d'agents d'assiette, je crois, insuffisants pour sa zone. Comment ça se fait? Non, de toute façon, comme il a dit, les services des impôts en relation avec donc, les services au niveau local s'organisent pour la collecte. Et le problème que le maire pose, c'est un problème d'insuffisance de ressources humaines. Et je pense que c'est des questions au niveau donc, des services des impôts qui sont certainement en train d'être réglées et qui vont s'améliorer. Donc, de jour en jour, donc ces questions s'améliorent. Mais ce sur quoi je voudrais attirer notre attention par rapport à ce que M. Kinevo disait tout à l'heure, en termes de ce que le gouvernement fait comme accompagnement en termes d'infrastructure, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui par rapport au programme d'action du gouvernement, l'objectif, c'est d'aider les collectivités à avoir des éléments de soutien à la production locale. D'accord? Quand vous prenez le projet de construction et de modernisation des marchés, par exemple. L'objectif, c'est justement d'accompagner les collectivités, vous voyez, à améliorer leurs recettes. Et je vais vous donner un exemple qui montre l'impact que ce genre de projets ont sur l'économie locale. Quand vous prenez le marché de Malanville aujourd'hui, qui a été réalisé avec l'appui de la coopération suisse, ce marché, avant sa réalisation, générait en moyenne dans les 40 millions de recettes. Après sa réalisation en décembre 2007, les premiers chiffres ont indiqué que les recettes sont passées à 200 millions. Ça veut dire qu'on a multiplié par 5 les recettes. Donc, vous imaginez ce que c'est quand on organise le service de production, quand vraiment on prend à bras le corps ce genre de préoccupation. On a construit un marché, on a mis en place un système de gestion et du coup, des recettes ont été multipliées par 5. Et le projet n'est pas encore à sa phase terminale. Ce n'est qu'à sa première phase. Ça veut dire quoi? Si le projet va à terme, on pourra multiplier davantage les recettes au point où le marché de Malanville aujourd'hui se positionne comme le deuxième marché. Et donc, l'objectif du gouvernement, c'est d'aider dans ce sens. Par exemple, à travers le projet construction, modernisation des marchés, c'est de faire en sorte que les recettes des collectivités puissent s'améliorer. Et quand je prends le projet asphaltage, d'accord, qui vise donc à requalifier le réseau urbain des collectivités, c'est toujours pour augmenter, pour donner une plus-value à l'activité économique qui se mène dans les collectivités pour qu'il y ait davantage une meilleure fiscalité. Parce que quand la route passe, vous le savez bien, lorsque j'ai une boutique, dès qu'on fait passer la route devant ma boutique, le coût du loyer, parfois ça va du simple au double. Et ça veut dire quoi? En bout de ligne, la fiscalité liée donc au foncier augmente, au foncier bâti dans ce cas, ou même non bâti. Parce que quand vous avez une parcelle, et que la route passe, forcément, vous retournez et vous vendez peut-être du simple au double. Donc, c'est des mesures que le gouvernement aujourd'hui prend pour que vraiment les territoires, les collectivités soient à même de s'exprimer et de jouir vraiment
de ce qu'elles ont comme potentialité. D'accord. Alors, Michel Baou, au niveau de votre commune, la commune d'Apro, Miss-Hérité, quelles sont les autres sources de mobilisation de ressources, si je puis m'exprimer en ces termes, parce que M. Salomon Oukiri l'a dit il y a un instant, les ressources sont essentiellement basées sur le foncier. Non, moi, j'avais donné foncier comme exemple, mais il y a d'autres sources. D'abord, entre parenthèses, je voudrais vous dire que la NCB avait déjà fait un travail sur la mobilisation des ressources financières locales. Donc, un document existe, une recommandation est faite à l'endroit du gouvernement. Bon, s'agissant de l'existence de ressources financières capables au niveau de nos communes, je suis d'accord avec France Kinivo. Que nos communes, si on organisait bien nos communes en mobilisation de ressources financières, nous pouvons réussir la décentralisation. Nous pouvons réussir la décentralisation. Peut-être attendre un peu l'accompagnement du gouvernement. Donc, au niveau de ma commune, à part les recettes générées par les fonciers, et vous savez qu'il y a aussi les fonciers bâtis et non bâtis, les impôts là, c'est obligatoire. Mais dites-vous qu'il y en a qui ne payent jamais, ces impôts-là parce que le travail ne se fait pas en amont. Donc, l'enrôlement qui devait se faire, et ceux qui doivent le faire ne sont pas sur le terrain. Et du coup, ça fait un manque à gagner. Ça fait beaucoup de manque à gagner pour la commune d'Apro-Mistrete. Nous avons initié d'autres choses. Entre-temps, nous avons créé l'agence des transports d'Apro-Mistrete, où on avait des cars qui se déplaçaient et puis ça nous ramenait aussi de ressources financières. Nous avons créé le centre d'apprentissage de l'outil informatique que nous avons baptisé GETIC. Et nous formons des jeunes à l'outil informatique, à la photographie, ainsi de suite, qui s'installent. Et ça nous rapporte aussi, vous savez, comme c'est une école, ça nous rapporte. Nous avons construit beaucoup de boutiques. Quand vous arrivez à Promis, vous allez voir des boutiques ça et là. Et aussi au niveau des marchés, des hangars qui sont mis en location. Donc, tout ça rapporte des ressources financières locales pour la commune d'Apro-Mistrete. Il y a pas mal d'initiatives. Il y a des AEV qui rapportent des additions d'eau villageoise et qui rapportent aussi des ressources financières au niveau de la commune. Bon, ce que moi je voudrais demander, et je voudrais demander à nouveau, c'est que effectivement, qu'on forme des agents d'assiette, qu'on les invite, qu'on les envoie dans les communes, qu'ils travaillent effectivement avec les maires pour que au moins chaque citoyen participe au développement de sa commune. Donc, c'est ce que je voudrais encore repréciser. D'accord. Franck Kiniva, oui. Oui, moi je crois que le débat que nous faisons aujourd'hui est un débat extrêmement important qui va permettre à la décentralisation de rentrer dans sa dimension réelle. De sorte que si vous êtes dans une commune, vous n'avez plus besoin d'aller à Cotonou pour être à l'aise. Vous avez tout. Les banques sont là. L'économie prospère. Et donc, il y a un mieux-être dans les 77 communes. Si vous voyagez dans d'autres pays, vous voyez que la vie n'est pas la même selon qu'on soit dans une commune ou dans l'autre, mais la vie est agréable. C'est ce qui manque et c'est l'économie locale qui peut amener ça. Moi, je crois que la question de la fiscalité locale, il faut que l'État puisse prendre ça en main de sorte que, prenez la taxe de développement local. Cette taxe-là, nous en avons fait un impôt et donc c'est la Direction générale des impôts qui s'en occupe. Ils ont leur procédure
on parle de rôle, on parle de quitancier, mais lorsque les gens récoltent les noix d'acajou, par exemple, dans une commune donnée, et que les flux, c'est peut-être les gens veulent aller vendre ça au Togo, etc., ils ont des chemins que les agences des impôts ne connaissent pas, mais le maire connaît. Mais on dit au maire qu'on ne peut pas utiliser plus d'un quitancier à la fois. Mais le maire voit que ses concitoyens traversent les forêts, traversent les voies détournées pour aller vendre ça. Or, si on avait remis cette tasse-là à l'administration locale, ils auraient positionné juste des agents à chaque sortie pour prélever cette fiscalité, cet impôt-là. Donc, il y a énormément de choses que nous devons faire, de sorte qu'aujourd'hui, le lotissement doit être une politique d'aménagement de la commune. Et on verra que vous aménagez votre commune, il y a des espaces industriels. Cotonou est saturé. Les industries doivent commencer par quitter Cotonou et aller dans d'autres communes. Vous devez prévoir des espaces culturels, les artisans qui peuvent vendre des tableaux très chers et autres. Il faut organiser ces filières-là. Et comment la commune elle-même, sur fonds propres ou en partenariat avec d'autres acteurs, finance ces producteurs pour améliorer la production, finance les artisans, finance les acteurs économiques de sa commune et les organise. Lorsque je veux faire le budget de ma commune, j'appelle tous ces acteurs-là, je discute avec eux, je prends connaissance de leurs besoins et je vois dans la mesure de ce que la loi me permet. Mais aujourd'hui, dès qu'il y a l'intérêt local, on permet aux communes de se saisir de ce dossier. Donc, on travaille... Mais justement, qu'est-ce que la loi permet? Est-ce que la loi permet aux communes d'avoir la main libre Totalement. Pour initier, pour faire des choses? La loi leur donne la compétence. Michel Baou? Oui, la loi nous donne des compétences. Il y a de compétences propres, il y a de compétences déléguées, il y a de compétences partagées également. Donc, mais il y a des compétences sous contrôle de l'autorité de tutelle. Vous le savez. Donc, mais dans le domaine de la mobilisation de ressources financières locales, la loi nous permet beaucoup d'initiatives. Et voilà, c'est ce que je voudrais dire. Je prends l'article 107 de la loi 97-029 portant organisation des communes. Elle dit que la commune a la compétence de prendre n'importe quelle initiative pour son développement économique. La commune peut prendre des mesures et initier des investissements visant à promouvoir l'installation et le développement des activités économiques sur son territoire, notamment l'aménagement de zones agricoles et artisanales, industrielles et autres. La commune décide des dépenses d'investissement économique. Donc, la loi est claire. La commune doit créer une activité, une économie locale, de sorte que nous avons la coopération décentralisée, qui peut être un élément pour renforcer l'économie locale. J'ai suivi un élément la dernière fois où les Russes ont investi dans un quartier à Biarritz en France, de sorte que si je suis en coopération décentralisée avec une ville française, je peux amener les retraités de cette ville-là à venir investir. Les fonds de pension, les fonds, etc., etc. Mais comment je fais ça? Dans un premier temps, il faut que j'ai une politique d'aménagement du territoire, de sorte que celui qui arrive dans ma commune, il prend la carte, il voit que tout est organisé. J'ai les marchés ici, j'ai la zone agricole ici, j'ai la zone industrielle ici, j'ai, comme le DAT l'a dit, une zone de viabilisation immobilière et tout est organisé. Et donc, celui qui vient, vous lui vendez cela, la personne peut investir. Mais parfois, on va chercher loin ce qui existe à côté. Les opérateurs économiques, il y a beaucoup dans nos banques, il paraît qu'il y a on mobilise jusqu'à 2000 milliards d'épargne chaque année. C'est énorme.
Mais l'argent là dort dans les banques. Ces personnes-là il faut finalement que nos maires également prennent des initiatives oui, qui soient assez dynamiques. Avec qui l'accompagnement à la conquête, oui. Avec l'accompagnement de l'État. Les taux d'imposition au niveau local. L'État fixe des planchers. Et c'est les communes qui décident maintenant du taux. Mais moi, je peux renoncer à une forte fiscalité pour attirer les investisseurs, pour attirer les opérateurs économiques, de sorte que si ma commune, moi je fais des comparaisons, Cotonou est à 14 milliards. Mais vous savez combien Ouagadougou a comme budget? 50 et quelques milliards. Dakar est à 67 ou 68 milliards. Ça montre que l'activité économique de Cotonou échappe à la commune de Cotonou. La commune de Cotonou n'a pas d'emprise sur l'activité économique parce que justement, c'est une dynamique naturelle qui s'est développée à Cotonou. Et donc, si le maire de Cotonou se lève aujourd'hui et commence par organiser les filières, les marchés, il y a une opportunité aujourd'hui. L'État veut investir dans les marchés, mais il faut que la commune s'approprie cette vision de l'État, de sorte que les marchés qui seront construits à Cotonou seront des marchés qui répondent aux attentes des citoyens de Cotonou, que la mairie maîtrise mieux que le ministère du cadre de vie. Parce que, justement, les élus savent de quoi les citoyens de leur arrondissement, de leur quartier de ville et village ont besoin. Donc, en travaillant avec ces ressources qui existent, on peut développer une économie locale de sorte que le jeune qui est dans telle localité, il n'a pas besoin de venir à Cotonou pour se sentir à l'aise. D'accord. Salomon, au Kiri, il faut avoir une bonne politique d'aménagement des territoires. Il me semble qu'il y a une initiative dans ce sens, une initiative dénommée le marché des territoires. Parlez-nous-en un tout petit peu. Qu'est-ce que ça apporte comme bonus à l'économie locale? Ok. Merci, madame. Vous permettez, avant d'ouvrir le marché de territoire, que j'insiste sur un aspect que M. Kenevoise a soulevé, c'est la question de la planification. Je pense que, parce que toutes ces questions sont liées à la promotion de nos économies locales. Les tests sont clairs. Normalement, on ne devrait rien faire au hasard sur un territoire. Il y a donc des instruments qui sont prévus. Et quand vous regardez, pendant longtemps, malheureusement, les élus n'ont pas compris et ont fait de la planification tous azimuts. Si vous regardez aujourd'hui, ce n'est pas toutes les communes qui ont le schéma directeur d'aménagement. Un instrument qui leur aurait permis de dire, voilà où je fais de l'urbanisation, voilà où je fais ma zone industrielle, voilà où je fais telle zone. Ce qui a manqué, et même quand les communes qui l'ont, quand nous avons évalué, et nous sommes en cours là maintenant, nous avons remarqué simplement que celles qui l'ont ne l'ont pas suivi. Et c'est ça qui explique un peu tout ce que nous voyons. Donc nous voulons réhabiliter aujourd'hui la planification pour que chaque pas qu'on pose rentre dans un objectif social précis. Pour éviter d'aller dans tous les sens. Si nous le faisons, d'abord notre territoire devient attractif. S'il est attractif, il va attirer donc les investisseurs, les populations. Je vais aller vivre là où il fait. C'est bien organisé. Du coup, quand je viens là, je vis là, je dépense mon argent là, et puis je paye mes impôts là. Donc voilà ce que je voudrais dire, et nous sommes en train donc de travailler là-dessus. Le deuxième volet, c'est cette question de promotion de l'économie des territoires, qui passe aujourd'hui par l'initiative marché des territoires. L'initiative marché des territoires, c'est quoi? C'est parti du fait que, nous avons vu les limites. L'État ne peut pas seul soutenir les collectivités. Très rapidement, on n'a plus beaucoup de temps. Oui. De deux, les partenaires techniques qui nous accompagnent aussi, le financement s'amenuise de jour en jour. Or, nous savons aussi quoi? Que c'est le secteur privé qui crée la richesse. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre les uns en face des autres. L'initiative marché des territoires aujourd'hui s'assoit sur les potentialités que chaque localité a, chaque région de notre pays a. Et nous travaillons d'un côté avec les élus pour faire émerger des projets novateurs. Pas des projets classiques, construction d'écoles, de ci, ça c'est clair, mais des projets qui se basent sur la valorisation de ces potentialités. Lorsque je suis une commune, par exemple, j'ai des collines, tout ça, comment je fais
pour que, comme les gens le font ailleurs, j'ai une économie touristique basée sur cette potentialité, ce que la nature m'a offert. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, nous travaillons avec les élus pour qu'il y ait l'émergence de ces projets d'un côté. Et de l'autre côté, nous travaillons avec le secteur privé. Et après, nous les mettons ensemble. C'est pourquoi nous parlons de marché. Le marché pour l'économie, c'est le lieu de croisement de l'offre et de la demande. Donc, il y a une offre d'un côté et de l'autre, il y a ceux-là qui, avec leurs ressources, les deux acteurs face à face. Et nous avons fait de belles expériences. Hier seulement, on a on a clôturé le marché régional des territoires du Mono et du Koufo, où nous avons les élus qui sont venus présenter des projets, d'accord, et de l'autre côté, des investisseurs locaux et internationaux qui ont été invités pour rentrer dans le financement de ces projets. Nous avions fait le même exercice en décembre avec la région sud-ouest, Ouémé Plateau, où nous avons invité des partenaires qui sont venus rencontrer les projets des élus. Et en le faisant donc, ce n'est pas seulement cette réunion, mais nous partons, ça déclenche un cycle de négociation, de façon à ce que d'ici 6 mois, d'ici 1 an, nous verrons des gens, des acteurs du privé qui commencent par financer, par s'intéresser à des projets structurants sur des territoires. Ces projets permettent de valoriser les ressources, de créer donc des emplois de proximité, ce qui fait que les jeunes des régions n'ont plus besoin d'aller à Cotonou tous pour chercher. Donc c'est vraiment une initiative qui est en train de prendre, et je insiste sur le fait que nous le faisons avec le secteur privé. Et donc c'est une collaboration entre le ministère du cadre de vie et la structure en charge de l'aménagement du territoire et la Chambre du commerce et de l'industrie, qui est la structure fêtière donc, du secteur privé. Donc voilà ce que je pourrais déjà dire rapidement. On est donc tous d'accord que le potentiel, il existe, le gisement fiscal, il existe. Maintenant, la question est de savoir comment on fait pour l'exploiter au mieux afin que nos communes soient beaucoup plus prospères. Oui, Franck Kinivo. Prenons l'exemple des cantines scolaires. L'État envoie des milliards pour nourrir les élèves. Si on rentre dans un partenariat avec l'État en disant que moi, ma commune produit ce que les élèves de la commune vont manger. Et donc, les ressources là, l'État peut anticiper le paiement que vous utilisez pour renforcer les producteurs de votre commune. Et l'argent là, qui peut-être devrait aller à l'extérieur, ou l'approvisionnement en riz, revient à la base. À la base, dans la commune. De sorte que, vous voyez, le maire de Parakou a pris la décision que les réceptions là ne seront faites qu'avec les productions de Parakou. Mais si on le dit, on le décide, et qu'en amont, on ne met pas en place les conditions pour qu'il y ait des productions de qualité, comment est-ce que cette mesure-là sera mise en œuvre, être utile? Parce que si l'objectif, si la finalité, c'est de manger de n'importe quoi, vous allez faire des cocktails, les gens ne vont pas manger. Donc, il faut que... Il y a tellement de choses... Bon début. Oui, c'est un bon début. Par exemple, les tenues traditionnelles, locaux. Moi, je les vois dedans. Et j'ai envie quand même de me coudre quelques modèles de cette tenue-là. Très bien. Donc, c'est une bonne chose. Nous tendons déjà vers la fin de cette émission. Michel Baou, on le sait, l'informel domine un peu dans nos communes, les petites activités et tout ça. Comment vous faites pour collecter les tasses à ce niveau? Est-ce qu'on peut collecter une tasse chez quelqu'un, par exemple, qui intervient dans l'informel? Vous le faites? Bon, quelquefois on le fait. Quelquefois on le fait. Mais comme même si l'a dit Franck, il faut recenser les gens. D'accord. Il faut enregistrer tous ceux-là. Recenser les contribuables, ceux qui apportent... Les connaître, même ceux qui sont dans l'informel. D'accord. Et leur imposer une taxe. Donc c'est dit, tous ceux qui mènent des activités commerciales au niveau d'une localité donnée doivent payer leurs taxes et impôts. Donc il faut aussi les restructurer. Donc... il ne faudrait pas qu'on continue de faire cela, d'autoriser les nôtres
à rester dans l'informel, comme le Payol le fait au niveau Mais il faut déjà les du connaître. pays. Donc, il faut les recenser, il faut les imposer. Mais je voudrais dire encore par rapport à ma commune que nous, depuis lors, nous disposons d'un schéma directeur d'aménagement du territoire communal. Et ça nous permet quand même d'affecter des domaines à des privés. Vous venez dans la commune, il y a une ONG, par exemple, qui a initié un foyer de solaire. Actuellement, vous venez au niveau du centre des jeunes, nous leur avions affecté un domaine et ils ont construit là. Et aussi, au niveau de la culture, vous allez entendre qu'avec les jeunes artistes, la commune d'Apromissauté quand même essaie de coopérer avec eux et de les envoyer à l'extérieur. Finalement, l'avenir de nos économies, à la base, c'est dans le partenariat public-privé. Il faut aller à la quête d'investisseurs, c'est cela. Oui. C'est déjà la fin de cette émission. J'ajoutais aussi qu'avec un partenaire privé, et nous avons payé ensemble des moulins à maïs que nous avons mis à la disposition de l'association des chaudards et des meuniers de notre commune. Il en est de même pour les conducteurs de Zémilian. Nous avons payé des motos que nous avons mis à leur disposition. Et tout ça, c'est sans intérêt. Donc, je voudrais également ajouter cela. Donc, voilà, on le sait de toute façon, la commune d'Apromissauté a plusieurs fois reçu des trophées de la décentralisation. Ça m'a tout l'air d'être un cas d'école aujourd'hui quand on parle de politique pour booster l'économie à la base. C'est déjà la fin de cette émission. On va faire très rapidement un dernier tour de table. Comment on fait essentiellement pour relancer nos économies? Très rapidement, en quelques mots. Oui, merci. Je crois que ce que nous devons faire aujourd'hui, déjà, je crois qu'il faut encourager toutes les réformes en cours pour formaliser au mieux notre tissu économique. Personne ne gagne quand les choses ne sont pas formalisées. Les communes perdent parce qu'il n'y a pas de traçabilité. Donc, je pense que ça, c'est déjà un. De deux, je pense qu'en termes d'aménagement du territoire, ce que je voudrais dire aujourd'hui, nous évoluons dans une logique de construire des pôles. Et il y a 4 éléments essentiels sur lesquels nous insistons aujourd'hui. La production. Nous voulons amener les territoires à rentrer dans la production. Oui. Et sur ça, nous mobilisons le secteur privé. De deux, nous avons la transformation. Lorsque vous ne transformez pas, vous n'avez pas de valeur ajoutée. L'ananas, si c'était transformé sur place, il y aurait des emplois qui vont se créer. Les oranges dans la région du Mono, etc. Donc, nous travaillons aujourd'hui à ce qu'il y ait des projets qui permettent de la transformation avant l'écoulement. Maintenant, il y a un autre aspect important, qui est là sur le 3e point. Nous travaillons pour que la recherche et le développement accompagnent ces éléments. Pourquoi? Parce que quand vous produisez que ce n'est pas dans les normes, on n'est pas incité. Vous pouvez dire aux gens de consommer local, les gens vont aimer consommer là où ils sont sûrs pour leur santé. Donc nous mettons aujourd'hui, et c'est là où ce que nous faisons en termes du marché des territoires va jusqu'à impliquer les centres de recherche qui doivent être aux côtés des territoires pour les accompagner, pour labelliser les produits de façon à ce que ces produits sortent du Bénin, déjà nous servent, et sortent aussi du Bénin sans contrainte. Et enfin, le dernier élément, donc, c'est les réseaux. C'est là où les infrastructures viennent. Et puis, on sait que ça permet l'écoulement, ça permet donc de soutenir. C'est pourquoi il y a une forte dose d'infrastructures dans le volet du programme d'action. Michel Baou, un dernier mot. Le mot de la fin, c'est déjà fini. Le mot de la fin, c'est qu'au niveau de nos communes, nous sommes capables de booster l'économie locale. Il faudrait que l'État nous aide à avoir un agent d'assiette par commune et également à transférer des ressources humaines de qualité. Parce que le premier plomb dans l'aile pour la décentralisation, c'est qu'au départ, au lieu de transférer des ressources humaines de qualité, on a jeté tous les maires à l'eau. Et aujourd'hui, nous accusons un retard. Très rapidement. Non, je crois qu'il faut que les communes
s'organisent parce que le potentiel existe, les méthodes existent. Lorsque je suis maire d'une commune qui a des ambitions, il y a un plan de marketing territorial que je dois avoir. Mais aucune commune du Bénin, j'ai fait le tour des maires, ils n'ont pas un plan de marketing territorial. Comment est-ce que je veux vendre mon territoire? Quelles sont les potentialités, quels sont les atouts de mon territoire que je veux vendre? Comment je veux le faire? Il faut un plan pour aller vers les opérateurs économiques. Voilà. Au niveau de toute la commune. Donc, Ce n'est pas au niveau de toute la commune. Okay. Vous vous rappelez qu'Aprom était la première commune et a édité le forum économique d'Aprom. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, nous avons débattu aujourd'hui de l'économie locale et vous l'avez compris, le potentiel, il existe réellement. Les communes, elles peuvent booster davantage l'économie à la base, créer de la richesse afin que les citoyens puissent en bénéficier. Voilà, vous avez suivi les invités. J'espère que chacun en a tiré le bon. Merci de nous avoir suivis et bonsoir chez vous.